Bonjour tout le monde. Si c'est bien, on va commencer. Je pense que je connais plusieurs visages, mais je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas. Je suis Nadia Gosselin, je suis professeure au département de psychologie, secteur neuropsychologie. Donc, ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui d'accueillir Stéphanie Mazza. Je vais faire la description, la bio officielle, puis après, je vais comme faire les anecdotes. Là, mais je vais lire la présentation officielle. Donc, Stéphanie Mazza, elle est professeure des universités en neuropsychologie, neurosciences cognitives à Lyon. Elle est membre du Centre de recherche en neurosciences de Lyon attaché à l'INSERM et à l'Université de Lyon 1. Elle est également membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, au sein duquel elle dirige le groupe de travail sur le bien-être à l'école. Donc, elle a vraiment un poste de directrice au sein du ministère où elle a un rôle de scientifique pour guider les programmes éducatifs dans toutes les écoles de la France. Ces travaux de recherche visent à faire le lien entre le sommeil et la performance, surtout la performance cognitive, mais pas seulement la performance cognitive. Elle s'intéresse à la mémoire, à l'attention, à la gestion du stress. Donc, ces projets de recherche impliquent évidemment le sommeil, impliquent les enfants, mais pas seulement les enfants, puis elle s'intéresse aussi aux troubles d'apprentissage. Puis, elle a co-construit avec des professeurs des écoles un programme d'éducation au sommeil pour les enfants du primaire et du secondaire également, mais avec un succès plus nuancé. Stéphanie, on s'est connus il y a entre 2004 à 2006, donc ça fait vraiment longtemps. J'étais à la fin de mon doctorat. Elle est venue faire un postdoctorat à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. On a travaillé ensemble à ce moment-là sur les apnées du sommeil, sur la neuroimagerie. Puis, on a tous adopté Stéphanie depuis. Puis, on vise toujours à trouver des occasions de collaboration avec elle depuis. Pas seulement moi, là, vraiment plusieurs chercheurs de Montréal. C'est vraiment un plaisir de l'avoir aujourd'hui parce que Stéphanie continue non seulement à faire beaucoup d'activités de recherche, mais comme elle est neuropsychologue aussi de formation, elle a plein d'activités d'enseignement et plein d'activités autres. Donc, elle participe, par exemple, beaucoup à des activités de formation. Puis je trouvais que c'était un beau modèle pour les étudiants qui commencent leur doctorat en neuropsychologie, puis que peut-être que vous savez déjà ce que vous souhaitez faire, mais si vous ne savez pas ce que vous souhaitez faire, je trouve que c'est un beau modèle. Alors, c'était comme je me faisais plaisir de l'inviter pour vous la présenter. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis on a hâte d'entendre. Merci beaucoup, Nadia. Je suis vraiment honorée. C'est la première fois qu'on me dit que je suis un modèle, donc je vais le dire ce soir à mes enfants pour qu'ils l'entendent à un moment donné. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous. Je fais juste un petit coucou spécial à la Guadeloupe et à Régine que je viens de voir connecter sur le chat. Ça me ramène juste 20 ans plus tôt, donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, vous savez que la neuropsychologie en France, ce n'est pas exactement le même modèle, on va dire, d'études que celui que vous avez ici au Québec, mais je serais ravie de pouvoir en discuter après le topo si vous le souhaitez pour que je vous explique un petit peu comment nous, on pratique la neuropsychologie à la fois en termes d'enseignement et à la fois en termes de recherche. Donc, on m'a demandé de vous parler du lien entre sommeil et les apprentissages chez l'enfant. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez m'interrompre dès que vous le souhaitez au sein de cette conférence. Je ne connaissais pas vraiment quelles étaient vos connaissances par rapport à cette conférence. Je voudrais juste que vous preniez tous 30 secondes là pour essayer de trouver une attente par rapport à cette conférence. Essayez de formuler dans vos têtes quelle serait une des attentes que vous avez vis-à-vis de cette conférence. Une phrase simple, moi j'aimerais... Ça peut aller de juste passer un bon moment jusqu'à répondre à une question précise, mais prenez juste 30 secondes pour vous formuler une attente. Puis à la fin de la conférence, si ça n'a pas été assouvi, que vous puissiez me dire quelles étaient vos attentes et qu'on puisse en discuter par la suite. Je vous laisse réfléchir. Vous l'avez? OK. Donc, on est parti pour une petite heure, puis surtout, vous m'interrompez dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou trop clair, si on peut aller plus loin, etc. Donc, simplement pour vous dire que, comme vous le savez tous, le sommeil, c'est un besoin qui va évoluer tout au long de notre vie.
Donc, on sait pas mal de choses sur le sommeil du nourrisson, c'est-à-dire qu'on connaît cet aspect bien particulier d'un volume de sommeil qui est énorme pendant les premiers mois de la vie, puisqu'on considère qu'un nourrisson va passer 2/3 de son temps à dormir, 1/3 de son temps à être réveillé, et on dit que son sommeil est polyphasique, c'est-à-dire qu'il va alterner des phases de sommeil et des phases d'éveil sur les 24 heures, sans avoir encore ce sommeil de nuit que l'on va connaître un petit peu plus tard. À la petite enfance, entre 3 et 5 ans, on estime que les besoins physiologiques de sommeil de l'enfant se situent entre 10 et 13 heures par 24 heures. Et dans ce temps de sommeil, on va inclure la sieste, puisqu'à cet âge-là, on a encore une période de sommeil diurne en début d'après-midi. Puis je vais vous parler de cette sieste-là, parce que c'est vraiment une préoccupation qu'on a, notamment en France, mais j'imagine que ça peut être la même chose au Québec, et notamment parce que chez nous, les enfants sont scolarisés à partir de l'âge de 3 ans. Donc, ça veut dire que le temps de sieste fait partie du temps scolaire et que donc, on a vraiment à avoir une attitude particulière par rapport à ce temps de repos. Après ça, entre 6 et 14 ans, les besoins de sommeil se réduisent. Ils sont quasiment que nocturnes avec un besoin de 9 à 11 heures. Puis arrive la parfaite tempête de l'adolescence qui va concerner aussi le sommeil, puisque comme vous pouvez le voir, les adolescents ont encore un besoin assez conséquent de sommeil, puisque c'est entre 8 et 10 heures par 24 heures. Mais on va avoir un chamboulement, puisqu'on va avoir ce qu'on appelle un retard de phase chez l'adolescent, c'est-à-dire que le sommeil va arriver un petit peu plus tard en soirée. Mais comme le volume est encore très conséquent, les levers matinaux vont commencer un petit peu à perturber la quantité et la qualité de sommeil. Donc, sur cette diapositive, c'est une diapositive qui est issue des travaux de la Sleep Foundation. On voit que l'adolescence s'arrête à 17 ans, ce qui est un peu un leurre, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue de sommeil, on est adolescent jusqu'à l'âge de 25 ans, donc ça doit concerner encore certains d'entre vous. Donc, ce décalage de phase, vous pouvez peut-être encore le visionner. Ah, ça peut aller après 25 ans aussi. Et après ça, à l'âge adulte, on considère que pour avoir un sommeil qui soit efficient, il faut que celui-ci soit d'un minimum de 7 heures par 24 heures. On sait que chez la plupart des adultes, quand ce temps de sommeil n'est pas atteint, on va pouvoir avoir des conséquences physiologiques, métaboliques également. Donc, pour refaire un petit peu un point sur cette physiologie du sommeil, cette alternance éveil-sommeil va être régulée par deux processus. Un processus qu'on appelle le processus circadien, c'est notre horloge interne, et un deuxième processus qu'on appelle le processus homéostasique, homéostatique, qui va être un peu l'image d'un sablier, d'un temps d'accumulation qui va permettre d'induire le sommeil. Je vais revenir très rapidement sur ces deux processus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà parfaitement, mais je vais vous redonner deux informations là-dessus, parce que c'est important de connaître comment ça marche pour après, justement, en tant que neuropsychologue, mettre en place des messages qui soient des messages efficients pour les personnes que vous allez pouvoir suivre. Donc, j'ai commencé avec ce processus circadien, donc cette horloge biologique. Donc, cette horloge biologique est située dans le noyau suprachiasmatique, donc vous la voyez ici sur ce graphique. Cette horloge biologique va donner le rythme à l'ensemble de notre organisme, de nos organes, et donner un rythme d'à peu près 24 heures. Notre horloge biologique tourne à peu près en 24 heures, et elle va donc mettre en activité et mettre au repos, en suivant ce rythme, la plupart de nos organes, comme par exemple notre système digestif, notre système endocrinien, etc. Sur la partie de la diapositive que vous voyez ici, il s'agit de votre température interne. La température interne fluctue de manière très reproductible toutes les 24 heures en raison de cette horloge biologique. Donc, notre température interne, elle oscille entre 36 et 38 degrés. Et vous voyez que cette température interne va être au plus haut en début de soirée, puis va progressivement descendre au cours de la nuit pour arriver à son minimum vers 3 heures du matin, puis remonter dans la matinée et redescendre une nouvelle fois en tout début d'après-midi. Donc, il faut savoir que nous sommes programmés pour dormir sur les pentes descendantes de cette température interne, donc la nuit et maintenant en début d'après-midi. Donc, on a un marqueur physiologique qui va induire cette baisse de vigilance que vous avez tous ressentie, puis que vous êtes peut-être en train de ressentir à l'heure actuelle. Cette baisse de vigilance que vous avez ici en début d'après-midi, elle n'est pas induite par le fait que vous ayez pris votre alimentation, votre déjeuner. Là, c'est des courbes qui sont prises chez des sujets qui sont perfusés en continu. Et bien entendu, si en plus vous demandez à votre organisme de digérer, donc de consommer encore plus d'énergie, vous allez sentir cette pression d'autant plus forte. Donc, on a tous quelque part un donneur de temps qui fait que la sieste,
est un moment physiologique, même chez l'adulte et pas que chez l'enfant. Cette horloge biologique va discuter avec une glande qui se trouve un tout petit peu plus loin dans notre cerveau, qui s'appelle la glande pinéale. Et la glande pinéale, vous en avez certainement entendu parler, puisque c'est celle qui va sécréter la mélatonine. La mélatonine, c'est une neurohormone qui va permettre de délimiter une phase préférentielle de sommeil chez l'individu. Donc, cette mélatonine, elle va être sécrétée en début de soirée. Elle va atteindre son pic de sécrétion aux alentours de 3 heures du matin, puis cette sécrétion va se stopper. Cette mélatonine est sécrétée dans l'obscurité. Si votre organisme subit une charge lumineuse, et notamment de lumière bleue, cela va bloquer cette mélatonine. Donc, logiquement, cette horloge suprachiasmatique qui donne ce tempo de 24 heures va donner l'information à l'horloge, à la glande pinéale de commencer sa sécrétion de mélatonine en soirée, quand justement la luminosité est en train de baisser. Si ce noyau suprachiasmatique s'appelle suprachiasmatique, c'est qu'il se trouve au-dessus du chiasma optique, c'est-à-dire là où se croisent les voies de votre système visuel. Ça veut dire que cette horloge biologique est informée de la luminosité ambiante et elle va être sensible à une longueur d'onde bien particulière qui est la lumière bleue. C'est environ 450 nanomètres. On était excessivement bien fait puisque jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, la seule source qui produisait cette lumière bleue, c'était le soleil. Donc, le seul donneur de temps qui permettait à notre horloge biologique de se recaler, c'était la présence extérieure de lumière bleue et donc du jour qui était là. Vous le savez que depuis quelques dizaines d'années, on a d'autres sources qui produisent cette lumière bleue, et notamment les écrans. Et c'est pour cette raison que le fait de subir cette luminosité bleue en soirée va pouvoir leurrer notre horloge biologique, puis la décaler en lui donnant l'information qu'il fait encore jour à l'extérieur, et donc retarder la sécrétion de mélatonine avec toute la problématique de consommation d'écran en soirée que vous devez connaître. Ça va pour ce premier mécanisme, donc ce donneur de temps physiologique. Le deuxième processus qui va guider cette phase d'éveil et de sommeil, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique ou homéostasique. Celui-ci, on va l'imaginer un petit peu plus comme un sablier. Ce processus homéostasique, c'est un phénomène accumulatif. On va imaginer que vous êtes tous parfaitement reposés, vous avez eu une période de break suffisante pour vraiment avoir rechargé l'ensemble de vos batteries. Vous allez vous rendre compte qu'au final, vous avez envie d'aller vous coucher systématiquement à la même heure le soir, puis que le matin, vous allez vous réveiller systématiquement au même horaire. Donc, on va imaginer qu'ici, ce n'est pas un graphique d'adolescent, mais un graphique d'adulte. Cette personne, spontanément, à 7 heures du matin, elle va se réveiller parce que tout simplement, elle a suffisamment dormi. Donc, elle n'a plus la possibilité de dormir plus longtemps. Pour quelle raison? Parce que ce processus homéostasique est au plus bas. On va imaginer ici qu'il s'agit d'une pression de sommeil. La pression de sommeil est nulle, la personne a suffisamment dormi. Plus cette personne va rester éveillée dans la journée, plus elle va accumuler de la pression de sommeil. C'est un peu comme si votre sablier se remplissait au fur et à mesure de vos activités d'éveil. Arrive un certain moment où ce sablier est plein, vous avez suffisamment de pression de sommeil et ça va être pour vous le meilleur horaire pour aller vous coucher. Donc, je ne sais pas, dans la salle, pour vous, c'est quoi le meilleur horaire pour aller vous coucher? À partir de quelle heure est-ce que vous sentez que la pression est suffisamment grande pour vous permettre de vous endormir? Je vous écoute. Un tout petit peu plus fort. 22 heures. 22 heures? On doit avoir des plus tardifs, non? Oui? Ce serait quelle heure pour vous? 3 heures du matin. Ouh! Tardif. Donc, en fait, on a tous un horaire comme ça où la pression a été suffisamment forte pour induire du sommeil. Donc, on va imaginer sur ce graphique, c'est 23 heures. À 23 heures, l'individu tombe en sommeil et pendant ce sommeil, il va quelque part vider sa pression de sommeil et donc réduire la pression dans ce sablier. Vous aviez une question? Oui, mais juste comme ça, est-ce que ça dépend de l'heure du réveil? Ça va dépendre, bien entendu, de l'heure de votre réveil. Mais si votre heure de réveil, c'est par exemple plutôt 9 heures, vous allez avoir un temps d'accumulation suffisant pour avoir votre horaire de coucher. Mais logiquement, si vous êtes vraiment dans un rythme qui est le vôtre, cet horaire de lever sera presque toujours le même et votre horaire de coucher sera presque toujours le même également. Donc, on s'est beaucoup intéressé à ce processus homéostasique puis essayer de comprendre
qu'est-ce qui s'accumule quelque part pour produire comme un espèce de somnifère, on va dire, endogène, qui va finir par nous endormir. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours. Et en tout cas, un des coupables potentiels serait l'adénosine. C'est-à-dire que vos neurones, quand vous êtes actifs, ils ont une activité qui est très forte. Je vais vous le montrer sur des graphiques dans un court instant. Et donc, ils vont devoir consommer un maximum d'énergie pour produire ces potentiels d'action. Et quand ils consomment cette énergie, cette combustion énergétique va produire un déchet qu'on appelle l'adénosine. Et l'adénosine va rester stagnante dans le tissu cérébral au fur et à mesure de la journée. Et quand sa concentration sera suffisamment forte, ce sera suffisant pour éteindre les systèmes de l'éveil. Donc, quelque part, vous accumulez un somnifère au fur et à mesure de votre temps passé éveillé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pendant le sommeil, vous allez avoir un phénomène bien particulier, et notamment pendant le sommeil à ondes lentes, où en fait, l'espace entre les neurones va s'agrandir pendant ce sommeil profond, que je vais vous montrer dans un court instant. Et en élargissant l'espace entre les cellules nerveuses, le liquide céphalorachidien va pouvoir venir nettoyer ce déchet qui se sera accumulé. C'est un peu comme une chasse d'eau, hein, c'est un flush nocturne qui fait que vous allez nettoyer votre matière cérébrale et le matin, vous allez être quelque part avec un sablier complètement vide pour vous permettre de repartir sur une nouvelle journée. Ça va pour tout le monde avec ce deuxième phénomène? Et chez l'enfant, cette période de sieste en début d'après-midi, elle est essentielle pour leur permettre quelque part d'éliminer cette pression de sommeil, pour leur permettre par la suite d'être de nouveau efficients sur le reste de la journée. Puis même vous, si vous êtes encore dans ce processus d'apprentissage, de temps en temps, ça vaut le coup de faire cette petite pause en début d'après-midi pour vous permettre de recharger vos batteries pour le reste de la journée. Donc, je voudrais juste faire un petit focus sur la sieste parce que c'est un projet qui nous intéresse énormément et pour lequel on a une collaboration avec les chercheurs ici à Montréal. C'est cette sieste chez l'enfant. On sait que la sieste va s'estomper naturellement avant l'âge de 6 ans chez l'enfant. Donc, chez nous, en France, les enfants sont scolarisés à partir de 3 ans. Donc, ils rentrent à l'école très tôt, puis ils ont des horaires de 8h30 à 16h30 à l'école. Donc, ça veut dire que cette sieste est prise quelque part sur le temps scolaire. Et jusqu'à présent, on avait une gestion un peu particulière de la sieste, c'est-à-dire qu'on autorisait les plus petits de l'école maternelle, ce qu'on appelle les petites sections, donc ceux qui avaient 3-4 ans, avaient la possibilité de faire la sieste en début d'après-midi. Puis une fois qu'ils passaient en moyenne section, on supprimait la sieste quasiment chez tous les enfants parce qu'on considérait qu'ils étaient suffisamment grands pour ne plus avoir besoin de faire la sieste. Et en fait, quand on étudie le sommeil, on se rend compte que ça ne se passe absolument pas de cette manière-là. Là, vous avez 2 suivis de cohorte. Vous avez l'âge des enfants ici, de 6 mois à 69 mois, donc de 6 mois à 6 ans. Et vous avez ici la proportion des enfants qui font la sieste. Et vous voyez qu'il n'y a pas une rupture dans la courbe. C'est quelque chose qui progressivement s'efface. Mais que quand vous regardez les enfants de 4 ans, là, on a encore environ 40% d'entre eux qui auraient un besoin physiologique de faire la sieste. Donc, quelque part, de supprimer ce temps de sieste chez ces enfants, c'est leur supprimer une portion de leur sommeil et ça peut avoir des conséquences, comme on va le voir juste après. Donc, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les politiques éducatives pour leur faire comprendre que l'école va devoir respecter les besoins physiologiques des enfants et inversement, de ne pas imposer la sieste chez tous les enfants de 3 ans, puisque comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a quand même un 20% d'enfants à 3 ans qui ont déjà plus besoin de faire la sieste. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore bien comment se régule la sieste et notamment comment le sommeil de jour et le sommeil de nuit vont quelque part discuter pour essayer de comprendre à quel moment l'enfant ne va plus avoir besoin de sieste. On est un peu moins bien fait que les pots de yaourt sur lesquels il y a une date de péremption notée sur le couvercle. Là, nous, on n'a pas la même chose qui nous dirait « Hop, celui-ci, à 4 ans, 2 mois, plus de sieste, il peut passer à autre chose. » C'est un peu à tâtons qu'on va pouvoir savoir comment ça se passe chez eux. Donc, on a commencé ce projet-là dans plusieurs écoles. Puis on a regardé, on a enregistré le temps de sommeil de ces enfants, donc quand ils avaient moins de 3 ans. Donc 3 ans, c'est première année de maternelle, 4 ans, deuxième année de maternelle, 5 ans, dernière année de maternelle. Je vous rappelle les recommandations, c'est 10 à 13 heures par nuit. Puis vous voyez, quand on prend uniquement le sommeil de nuit, on n'atteint pas ces 10 à 13 heures dans chacune de ces tranches d'âge et il faut ajouter le temps de sieste pour arriver dans ces recommandations.
Et comme je vous le disais tout à l'heure, généralement, à 4 ans, les enfants ne font plus la sieste à l'école maternelle. Et pourtant, vous voyez qu'ils sont encore près de 33% à la faire tous les jours si on les laisse à la maison et qu'on écoute leur rythme. Donc, on se retrouve vraiment dans une configuration où, quelque part, la scolarité peut être une entrave à ce besoin physiologique. Et donc, il faut travailler avec ces écoles pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut maîtriser ces rythmes chez les enfants. Bien entendu, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la sieste va se réduire. On dit qu'une sieste chez un enfant de moins de 6 ans, c'est un cycle de sommeil, donc c'est environ 90 minutes. Puis en grandissant, cette sieste va se rapetisser. Que vous avez des questions jusque-là? Oui. Justement, sur la théorie précédente, c'est mesuré comment les durées de sommeil? Actimétrie. Donc, c'est des petits bracelets qui portent 24 heures sur 24 pendant une semaine, puis on regarde leur temps de sommeil à ce moment-là. Donc, quand on parle de sommeil, vous connaissez tous l'architecture du sommeil. On a différents stades de sommeil, différents états de vigilance qu'on a réussi à découvrir grâce à l'électroencéphalogramme. Et quand on a un cycle de sommeil, on va passer au travers de différents stades, du sommeil lent léger, avec le stade de l'endormissement que vous voyez ici, le stade 2, qui est typique, avec l'apparition des fuseaux de sommeil que vous voyez ici et des complexes cas que vous voyez en fin de ligne. Puis par la suite, passer à du sommeil lent profond. Donc, c'est ces fameuses ondes lentes que vous voyez ici sur le tracé. Quand vous êtes dans cet état de sommeil-là, c'est un peu difficile de vous réveiller. Il va falloir insister un peu plus. C'est pour ça qu'on dit que c'est du sommeil profond. On appelle ça aussi le sommeil réparateur. Puis vous allez voir qu'il y a plein d'éléments physiologiques qui se mettent en place pendant cet état de sommeil-là. Et le cycle se termine par le sommeil paradoxal. Donc, sommeil paradoxal, pourquoi? Parce que vous voyez que l'activité du cerveau est extrêmement rapide, un peu comme celle que l'on retrouve à l'endormissement, voire même à l'éveil. Donc, on appelle ce stade un sommeil paradoxal, puisque c'est un véritable paradoxe. Votre cerveau est actif comme si vous étiez éveillé, et vous dormez profondément. Et en plus de ça, vous êtes paralysé. On parle d'atonie musculaire, il n'y a plus de tonus dans vos muscles. Si je vous prends le bras et que je le relâche, là, vous allez tomber de façon très molle. C'est un sommeil qui est bien particulier puisque c'est là où vous allez faire le plus de rêves et surtout de rêves qui ont généralement ni queue ni tête. Les rêves de sommeil paradoxal, vous volez, vous vous battez, vous parlez 3 langues sans difficulté, c'est un peu ce type de rêve-là. Donc, vous rêvez dans chacun des stades de sommeil, mais vous rêvez plus fréquemment en sommeil paradoxal. Les seuls mouvements que vous faites en sommeil paradoxal, c'est des saccades au niveau des yeux. Si vous avez un chat à la maison ou un chien à la maison, vous pouvez déterminer quand il est en sommeil paradoxal parce que vous voyez ses yeux bouger. Puis de temps en temps, il y a des petits twists comme ça au niveau des membres supérieurs ou des pattes chez l'animal. Et ce sommeil paradoxal dure environ 10 à 20 minutes. Puis une fois que vous avez fait l'ensemble de ces stades de sommeil, vous avez fait un cycle de sommeil, donc environ 90 jusqu'à 120 minutes. Donc, ça veut dire que pendant la nuit, vous allez faire comme cela plusieurs fois ces cycles de sommeil. À chaque fin de cycle, il y a une sentinelle qui s'éveille en vous et qui va contrôler que tout se passe bien pour vous permettre de repartir sur un nouveau cycle de sommeil. Donc, cette sentinelle, de temps en temps, vous n'avez même pas la sensation de vous être réveillé, ça dure quelques millisecondes, mais elle est là pour contrôler que vous n'ayez pas faim, soif, envie de faire pipi, mal, si vous avez bien géré tous vos mails, si vous êtes prêt pour le partiel du lendemain, etc. Donc, quand elle ne capte rien, vous vous rendormez, puis vous repartez sur un nouveau cycle, puis quand elle capte quelque chose, vos systèmes de l'éveil se réactivent, puis il va falloir réussir à remettre en place l'inhibition de ces systèmes de l'éveil pour repartir sur un nouveau cycle de sommeil. Ça va pour cela? Donc, très bien, dormir, mais du coup, pourquoi? Donc, quand on parle un peu avec des adolescents, c'est un peu le dernier de leurs soucis, le sommeil, puis on a un peu la sensation qu'ils préféraient faire autre chose que de perdre du temps à dormir. Il faut savoir que si le sommeil n'était pas un comportement vital, on l'aurait supprimé avec l'évolution des espèces. Puis au final, tous les êtres vivants continuent à dormir, donc il doit bien avoir un rôle bien particulier au sommeil. Depuis une 50aine d'années, la médecine du sommeil nous permet un peu mieux de comprendre pourquoi on a besoin d'avoir ce moment de déconnexion dans notre vie. Donc, vous le savez tous, chez l'enfant, la sécrétion de l'hormone de croissance va se faire aussi bien à l'éveil que pendant le sommeil.
Pendant le sommeil, nous allons avoir cette élimination de toxines, comme je vous l'ai montré au niveau cérébral, mais c'est la même chose pour l'ensemble de nos organes, donc au niveau cardiaque, au niveau respiratoire. C'est pendant le sommeil qu'on va nettoyer quelque part les déchets qui ont été accumulés pendant l'activité diurne de ces différents organes. Puis le sommeil va nous permettre de réguler également notre métabolisme glucidique, c'est-à-dire que c'est pendant le sommeil que vous allez réguler deux hormones hyper importantes pour votre faim. C'est ce qu'on appelle la gréline et la leptine. Vous avez déjà entendu parler de ces deux hormones, oui. Donc la gréline, c'est l'hormone de la faim. La gréline, elle vous donne envie de manger, puis elle stocke dans vos réserves graisseuses ce que vous avez mangé. Puis la leptine, c'est l'hormone de satiété. C'est celle qui vous fait dire que vous n'avez plus faim, puis elle va plutôt consommer l'énergie dans vos ressources graisseuses. Quand vous avez une privation de sommeil, ne serait-ce que 2 nuits où vous avez dormi moitié moins de temps que d'habitude, vous allez déréguler ces deux hormones, puis vous allez augmenter la sécrétion de gréline, donc l'hormone de la faim, et diminuer la sécrétion de leptine, donc l'hormone de satiété. Ça veut dire qu'en ayant mangé comme d'habitude, vous allez augmenter de près de 30% votre sensation de faim. Et généralement, cette gréline, elle ne vous pousse pas à aller consommer des brocolis dans le fond de votre frigo, mais elle va avoir plutôt envie de vous apporter du chocolat, de la graisse, des choses que vous allez pouvoir rapidement stocker. Et vous connaissez tous à l'heure actuelle les préoccupations qui sont que cette privation de sommeil chronique que l'on peut tous avoir, et même chez le jeune enfant, est associée à une prise de poids et parfois une prise de poids pathologique qui peut amener jusqu'à l'obésité et même le diabète de type 2 que l'on voit chez des enfants même d'âge très jeune. Pendant le sommeil, vous allez également profiter de ce temps pour régénérer l'ensemble de vos organes, de vos tissus, de vos cellules. C'est par exemple le cas de vos cellules de peau, de votre épiderme qui, pendant la nuit, va se régénérer puis va se recouvrir de sébum pour vous permettre d'attaquer quelque part une nouvelle journée. Et vous allez également stimuler votre système immunitaire. C'est pendant la nuit, justement, que vous allez fabriquer quelque part toute la petite patrouille qui va vous permettre de combattre certains virus que vous pourriez rencontrer au cours de la journée. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus quand on est neuropsychologue, c'est que le sommeil a une importance pour la maturation cérébrale. L'image que je vous montre ici, elle est issue des travaux de Kurtz, qui a regardé d'un point de vue topographique où se retrouvaient le plus les ondes lentes, vous avez vu le sommeil profond que je vous ai montré, sur le scalp à différents âges, c'est-à-dire entre 2 et 5 ans, jusqu'à 17 et 20 ans. Puis là, vous avez des têtes vues du dessus avec le nez qui pointe vers le haut. Quand on est petit, la nuit, on va faire majoritairement des ondes lentes à l'arrière du cerveau. Et puis, plus on va maturer, plus on va faire ces ondes lentes à l'avant du cerveau. Et en fait, ce processus-là est en lien avec la corticogénèse, c'est-à-dire comment votre cerveau va finir de se construire au travers de votre maturation. Et comme vous le savez, ce lobe frontal va commencer à maturer plus spécifiquement vers l'âge de 7 ans. Alors, je ne sais pas, en France, on dit que c'est l'âge de raison. Je ne sais pas si vous utilisez la même expression ici au Québec. C'est que justement, on commence à avoir un petit peu cette régulation des émotions, cette régulation du raisonnement en lien avec cette maturation du lobe frontal. Sauf que le lobe frontal, il mature très lentement. C'est pour ça que je vous disais qu'on est adolescent jusqu'à l'âge de 20-25 ans, puisque cette partie du cerveau arriverait à maturité à peu près à cet âge-là. Donc, c'est pendant le sommeil à ondes lentes que cette corticogénèse va se mettre progressivement en place. Quand on regarde le lien entre sommeil et performance cognitive ou performance académique, on sait que la privation de sommeil va perturber le fonctionnement de certaines zones cérébrales, notamment au niveau du cingulaire postérieur, donc les réseaux de l'attention, mais majoritairement au niveau du cortex préfrontal, donc ces fameuses fonctions exécutives que vous connaissez tous. Et c'est pour cette raison que le manque de sommeil va induire des troubles à la fois de l'attention, puis à la fois de la mémoire de travail, de la planification, de la résolution de problèmes, toutes ces fonctions dites supérieures et qui sont en plus en train de se mettre en place chez l'enfant. Donc, on sait que si on a des privations massives de sommeil, on va avoir chez ces enfants des troubles de ces fonctions exécutives et de ces fonctions attentionnelles. Je vous montre ici une étude qui commence à dater un petit peu, qui a été faite chez des enfants apnéiques, donc des enfants qui souffrent du syndrome d'apnée du sommeil.
Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est une maladie du sommeil. Ces enfants vont avoir un problème respiratoire au cours de la nuit qui va venir fragmenter leur sommeil, puis faire que les échanges gazeux ne sont pas exactement ce qu'il faudrait être. Et donc ça, c'est une étude où ils ont regardé l'épaisseur corticale de ces enfants et vous voyez en jaune les régions où il y aurait une moindre épaisseur corticale comparativement à des enfants normodormeurs du même âge. Donc dans ce groupe, les enfants ont environ 8 ans. Et vous voyez que les régions cérébrales qui sont concernées sont, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la partie préfrontale et la partie pariétale, donc les réseaux des fonctions exécutives et des fonctions attentionnelles. Donc, on vient de réaliser une revue de la littérature sur justement les troubles cognitifs en fonction des différentes pathologies du sommeil. Donc, c'est une étude qu'on a fait en collaboration avec Evelyne Touchette et Amandine Ray. On a répertorié toutes les études qui sont faites chez l'enfant pour lesquelles on a eu des enregistrements polysomnographiques du sommeil, puis des tests standardisés en neuropsychologie. Puis ici, je vous montre les résultats pour les enfants apnéiques et vous voyez qu'on a des effets très significatifs au niveau des fonctions attentionnelles, au niveau des fonctions exécutives, mais également de la mémoire et ça a une répercussion sur leur performance académique également. Ce réseau fronto-pariétal, il est aussi extrêmement important dans la régulation des émotions. Donc, ces enfants qui peuvent présenter des troubles du sommeil ou une réduction de leur temps de sommeil vont également avoir une répercussion comportementale par rapport à leur gestion des émotions. Je vous présente ici une étude que vous devez peut-être connaître puisqu'elle s'est faite chez vous par Evelyne Touchette et ses collaborateurs, où ils ont fait un suivi longitudinal d'une cohorte d'enfants pour lesquels différentes mesures ont été faites à 2 ans et demi jusqu'à 6 ans. Et quand vous regardez ici le graphique, c'est le temps de sommeil nocturne de ces enfants. On voit apparaître 4 profils de dormeurs différents. Vous avez le profil d'enfants qui dorment normalement et de manière régulière de 2 ans à 6 ans. C'est le premier groupe que vous voyez ici. Vous avez des enfants qui dorment moins que les recommandations pédiatriques, mais de façon régulière encore, de 2 à 6 ans. Puis vous avez des enfants qui sont vraiment en privation de sommeil. C'est le groupe que vous voyez ici et de manière assez linéaire au cours de leur développement. Et vous avez un dernier groupe qui sont des enfants qui dormaient très peu pendant les premières années de vie, puis qui vont essayer de réguler leur sommeil, même s'ils n'arrivent pas à atteindre le niveau attendu, mais qui régulent ce niveau de sommeil. Et dans cette étude, les parents ont rempli des questionnaires, et notamment des questionnaires d'hyperactivité. Et donc, il y a une mise en relation de ces profils de sommeil et des réponses aux questionnaires d'hyperactivité. Donc, vous voyez les différents profils. Les petits dormeurs persistants, ceux qui dormaient mal les premières années de leur vie puis qui essayent de réguler leur sommeil, ceux qui dorment 10 heures de manière persistante et ceux qui dorment 11 heures de manière persistante. Et vous voyez que les scores les plus hauts aux échelles d'hyperactivité se retrouvent dans les profils d'enfants qui dorment le moins. Donc, il y a un lien entre temps de sommeil et hyperactivité. Donc, dormir moins de 10 heures pendant les premières années de vie multiplie par 4 le risque d'avoir un score d'hyperactivité élevé. Et j'attire votre attention puisque si vous devenez clinicien et neuropsychologue, vous allez devoir avoir à faire avec justement ces diagnostics de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Posez-vous toujours la question d'un trouble du sommeil chez ces enfants. Et de la même manière, donc, il y a parfois des mauvais diagnostics avec, par exemple, des enfants qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil qui ont à tort été diagnostiqués TDAH. Puis, une fois qu'on régule leur apnée du sommeil, ils n'ont plus de troubles du comportement. Mais également l'inverse, on a des enfants qui ont des troubles du comportement, des troubles déficitaires de l'attention, mais qui en plus ont un trouble du sommeil. Et le fait de réguler le sommeil ne fait pas disparaître le TDAH dans ce cas-là, mais va quand même améliorer le comportement des enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération chez les enfants qui présentent des troubles du développement. Il y a de très beaux travaux, notamment chez les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, qui montrent que les enfants qui ont des troubles du sommeil très fréquents dans cette pathologie, mais ceux qui ont des troubles du sommeil ont généralement une majoration de leurs troubles du comportement. Et c'est une pathologie familiale, puisque quand vous avez un enfant autiste qui a des troubles du sommeil, vous avez des parents épuisés. Et quand vous avez des parents épuisés et en manque de sommeil, la gestion de la pathologie de l'enfant est encore plus difficile. C'est quelque chose qu'il faut véritablement prendre en considération. Avez-vous des questions? J'espère que vous ne faites pas la sienne.
Ça pourrait avoir du sens, mais si vous la faites après cette conférence, parce que le dernier aspect du sommeil qui nous intéresse, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, on sait que bien dormir permet de bien apprendre, mais on sait aussi que bien dormir après avoir appris va permettre de consolider les apprentissages. Donc, il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là. On n'a pas tout à fait compris la mécanique sous-jacente de cette consolidation des apprentissages. À l'heure actuelle, on va dire qu'il y a deux grandes hypothèses qui sont émises. Ces hypothèses ne sont pas en concurrence, mais c'est plutôt des hypothèses qui se complètent. La première hypothèse, elle est développée par l'équipe de Tononi et Cirelli, qui explique qu'au cours de l'éveil, donc vous connaissez un peu le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, au cours de l'éveil, l'activité cérébrale va augmenter l'activité synaptique de nos neurones et qu'on a besoin quelque part d'un moment de sommeil pour rediminuer cette potentialisation synaptique. Par ce biais-là, en réduisant le poids synaptique grâce au sommeil, on va créer quelque part l'émergence de réseaux qui auraient été fortement activés et au contraire, la dépression de réseaux qui auraient été un peu moins activés, ce qui permettrait de mettre en évidence des traces qui méritent d'être consolidées et donc des apprentissages et des souvenirs. En complément de cette hypothèse, on a une autre hypothèse qui est développée par les équipes et les collaborateurs de Boutsaki, qui explique que pendant l'éveil, vous allez avoir une activation au niveau cortical, c'est-à-dire tous les inputs qui vont être mis en œuvre pendant vos apprentissages et qui vont venir activer votre hippocampe pour mémoriser ces différentes situations. Dans ce modèle, progressivement, ces réseaux corticaux qui étaient indépendants initialement vont se mettre en réseau, vont créer un réseau neuronal qui progressivement va devenir indépendant de l'hippocampe. Vous avez tous entendu parler des amnésies. Vous savez que si on a une atteinte hippocampique, on va avoir une amnésie antérograde, donc une incapacité à fixer de nouveaux souvenirs. Mais par contre, on peut ne pas avoir d'amnésie rétrograde puisque les souvenirs anciens n'ont plus besoin de l'hippocampe puisqu'ils ont été quelque part consolidés au niveau cortical. Donc, dans cette hypothèse, le sommeil jouerait son rôle, en fait, dans cette étape-ci, c'est-à-dire que pendant le sommeil, nous aurions une réactivation hippocampique, un replay hippocampique, qui permettrait de réactiver les modules corticaux pour les mettre en réseau et ainsi créer une trace indépendante de l'hippocampe, comme une copie de la trace hippocampique qui deviendrait à ce moment-là corticale. Donc, ces travaux sont principalement faits chez l'animal à l'heure actuelle. On utilise généralement des labyrinthes à 8 bras, comme vous le voyez ici, puis on place un animal dans ce labyrinthe, puis on va lui demander d'apprendre dans quel bras il va trouver des récompenses. Donc, généralement, on met des petites boulettes de fromage ou de céréales, et l'animal va savoir que s'il a mangé cette céréale dans ce bras-là, il ne doit plus retourner dans ce bras, puis il va aller devoir fouiller les autres bras. Donc, c'est un test de mémoire visuospatiale. Pourquoi un test de mémoire visuospatiale? Parce que dans l'hippocampe, nous avons des cellules qu'on appelle des cellules de lieu qui vont s'activer spécifiquement en fonction du déplacement de l'animal dans son environnement, comme un espèce de GPS. Et en fonction des cellules qui s'activent, on est capable de savoir à quel endroit se trouve l'animal dans ce labyrinthe. C'est-à-dire que quand l'animal est ici, c'est des activations bien particulières de certaines cellules de l'hippocampe qui sont différentes de celles qui s'activeraient si l'animal était dans ce bras-là. Donc, les chercheurs ont enregistré l'activité de l'hippocampe, puis l'activité associée du cortex, quand l'animal est éveillé, est en train de mémoriser la localisation de ces récompenses. Et après ça, l'animal endormi, on continue d'enregistrer son cerveau et on se rend compte que son hippocampe se réactive spontanément, il est en train de dormir, et que cette réactivation, elle n'est pas anarchique, ce sont quelque part les mêmes réseaux de neurones qui s'activent dans des séquences bien structurées, comme si l'animal était, je mets des guillemets, en train de mentaliser pendant son sommeil son déplacement. Et cette réactivation peut aller jusqu'à 60 fois plus vite qu'en temps normal. C'est comme si quelque part vous étiez en train de réviser là, 60 fois plus vite que vous étiez en train de mettre en œuvre à l'éveil. Et cette activation hippocampique réactive également le cortex. Et c'est de cette manière que l'on suppose que ce mécanisme se met en place, donc un replay hippocampique qui va venir faire du lien
au niveau cortical et permettre la consolidation de la trace, puis la rendre indépendante de l'hippocampe. Et à l'heure actuelle, on s'intéresse vraiment à toutes les oscillations qui sont spécifiques au sommeil, notamment les ripples hippocampiques, qui seraient cette trace de replay au niveau de l'hippocampe pendant le sommeil, qui sont associées aux ondes lentes et aux fuseaux de sommeil. On essaye de voir comment ce transfert hippocampo-cortical se met en œuvre pour consolider les apprentissages. Donc, on part du micro, puis on va vers le macro. Ça, c'est une étude qu'on a faite avec des étudiants en master de psychologie à Lyon. On leur a proposé un apprentissage d'un nouveau vocabulaire. Donc, on leur a demandé d'apprendre des mots en swahili. Le swahili, c'est une langue africaine. Pourquoi on a pris le swahili? Parce qu'il y avait très peu d'étudiants qui parlaient le swahili dans nos masters. Et surtout parce que les mots swahili sont très proches dans leur construction des mots de la langue française. Donc, l'épreuve était la suivante. On leur demandait d'apprendre des paires de mots, donc le mot en swahili, puis sa traduction en français. Et puis, on avait comme ça 16 mots à apprendre. Et on leur laissait autant de temps que nécessaire pour apprendre ces 16 mots. Donc, ce paradigme fait référence à ce qu'on appelle l'économie au réapprentissage de Ebbinghaus. Je ne sais pas si ça vous parle. Ebbinghaus avait montré la courbe de l'oubli, ça je pense que vous l'avez tous en tête. Il avait montré que lorsque vous appreniez une première fois, vous étiez obligé de déployer beaucoup d'efforts pour réussir à maîtriser le contenu de votre apprentissage. Puis si vous réapprenez une deuxième fois, il y a eu un peu d'oubli entre les deux sessions, vous allez avoir moins besoin de faire d'efforts pour arriver à 100% de votre maîtrise. Puis si vous apprenez une troisième fois, ça ira encore plus vite. C'est ce qu'on appelle l'économie au réapprentissage. Donc, c'est ce qu'on a testé dans cette publication. Donc, on avait deux groupes. On avait un premier groupe qui apprenait pour la première fois ces 16 mots le matin, puis on comptait combien d'essais étaient nécessaires pour arriver à 100% de maîtrise. Un deuxième groupe qui apprenait ces 16 mots le soir. Et ils étaient tous remis dans une situation de réapprentissage 12 heures plus tard. Donc, si vous comprenez bien, il y en a la moitié qui sont restés éveillés puisque c'était une période de jour, la moitié qui ont dormi puisque c'était une période de nuit. Et de nouveau, on leur a présenté les mots, puis on a essayé de voir combien d'essais étaient nécessaires pour qu'ils les réapprennent à nouveau. Puis après ça, on est resté 7 jours sans leur adresser la parole. Puis on les a retestés pour savoir de combien de mots ils se souvenaient. Puis on les a revus 6 mois plus tard. Puis on a retesté une nouvelle fois sans jamais leur avoir montré ces mots. Donc voici les résultats. Donc dans la phase d'apprentissage, donc vous avez en clair le groupe éveillé, donc ils ont appris le matin. En gris, le groupe sommeil, ils ont appris le soir. Donc vous voyez que la première série, ils apprennent à peu près 4 mots. Puis on leur fait voir plusieurs fois les listes, puis ils arrivent tous à 100% de maîtrise et ils ont tous à peu près besoin de 4 essais dans les deux groupes pour arriver à 100% de maîtrise de ces 16 mots en swahili. Donc, que vous appreniez le matin ou le soir, la performance est la même, l'effort est le même, il faut voir 4 fois les listes pour pouvoir les maîtriser. Puis après ça, 12 heures après, on les reteste. Ce qu'on voit, c'est que les personnes qui sont restées éveillées se souviennent de moins de mots que ceux qui ont dormi. Donc, le fait d'avoir dormi vous a permis de moins oublier, la courbe d'apprentissage est moindre, et de nouveau, on monte jusqu'à 100% de performance. Ceux qui sont restés éveillés vont avoir besoin de 6 essais pour réapprendre, alors que ceux qui avaient dormi n'ont besoin que de 3 essais pour réapprendre. Ça va jusque-là? Donc, le fait d'avoir dormi après l'apprentissage facilite le réapprentissage. Donc, c'est tout bénéfique, vous ne faites rien, et en plus, vous économisez du temps pour réapprendre par la suite, parce qu'il y a ce phénomène de consolidation que je vous ai expliqué. Dans la psychologie cognitive, il y a un deuxième phénomène qui s'appelle la difficulté désirable. Ça veut dire quoi, la difficulté désirable? C'est Bjorg qui avait émis cette hypothèse. C'est que plus vous allez faire d'efforts pour apprendre, plus vous avez de chances de retenir sur le long terme. Donc, si vous me suivez bien, ceux qui ont fait le plus d'efforts, c'est ceux qui étaient restés éveillés, puisqu'ils ont revu jusqu'à 6-7 fois la liste avant d'arriver à 100%, alors qu'eux ont fait nettement moins d'efforts, puisqu'ils l'ont revu que 3 fois pour arriver à 7%. Et bien pourtant, quand on les revoit 7 jours plus tard, c'est ceux qui avaient dormi et qui ont produit moins d'efforts qui se souviennent de la quasi-totalité des mots. Alors, ceux qui étaient pourtant arrivés à 100% avec beaucoup d'efforts, n'arrivent pas à atteindre ces performances-là. Et quand on les revoit 6 mois plus tard,
ça se maintient encore. Donc, ça veut dire qu'une simple nuit de sommeil entre un apprentissage et un rapprentissage est efficient pour vous permettre de retenir 6 mois plus tard plus d'informations. Donc, quelque part, c'est faire moins d'efforts pour retenir plus. Donc, la meilleure configuration, c'est apprendre le soir, dormir et réapprendre le matin. Profiter de cette consolidation nocturne, puis réapprendre après ça pour justement favoriser cela. Et la corrélation qui montre qu'en fait, le temps de sommeil entre ces deux sessions corrèle avec votre rapidité de réapprentissage. Ça va? Donc, dormir après la conférence, puis relire les notes de la conférence, et vous êtes dans le combo gagnant. Ce qui nous intéresse, c'est aussi d'étudier des enfants qui présentent des troubles du sommeil. Donc, c'est une collaboration qu'on a ici avec l'équipe du CEALS et puis Jean-Marc Lina, Julie Carrier et Katia Gagnon, où en fait, on a des cohortes d'enfants qui présentent des troubles du sommeil, notamment des enfants qui ont des syndromes d'apnée du sommeil, des enfants qui ont des narcolepsies, puis des enfants qui ont des épilepsies spécifiques au sommeil. Et ce qu'on a étudié chez eux, c'est leur consolidation nocturne. Donc, comment on a fait le protocole? Tous ces enfants, on leur a fait faire une tâche de memory, vous savez, où il faut retrouver les paires de cartes sur un écran. Puis le soir, on a fait en sorte que tous arrivent à 100% de performance. Ils maîtrisent 75% dans la réalité de performance pour ce test-là. Puis après ça, ils ont tous dormi, on a enregistré leur sommeil. Puis le lendemain matin, on les a retestés sur ce même matériel. Puis on a regardé comment le sommeil, quelque part, opérait cette consolidation nocturne. Ce qu'on voit ici, ben, c'est l'oubli chez les enfants SAS en gris comparativement aux enfants contrôle. Vous voyez que les enfants contrôle, quand il y a eu une nuit de sommeil, ils ont tendance à améliorer leur performance, alors que les enfants SAS ben, oublient significativement après une nuit de sommeil. C'est la même chose pour les narcoleptiques, donc les contrôles qui améliorent leur performance, et les enfants narcoleptiques qui oublient en raison de leurs troubles du sommeil. Juste pour vous dire, ces enfants narcoleptiques ont des quotients intellectuels généralement plus hauts que la moyenne. Donc, ils ont des très bonnes performances cognitives, puis pourtant, ils ont des échecs scolaires. Puis les parents nous disent, c'est quand même difficile à comprendre pourquoi il peut être brillant par certains aspects, puis de temps en temps, on met beaucoup d'énergie pour qu'ils apprennent. Puis au final, on a l'impression que le lendemain, il ne reste rien. Ben, ce phénomène-là de consolidation nocturne, c'est quelque chose qu'on devrait inclure dans nos évaluations neuropsychologiques. Parce que quand on fait des évaluations, on fait des évaluations uniquement diurnes, puis de temps en temps, on passe à côté de ce type d'évaluation, c'est-à-dire qu'ils apprennent bien, mais quelque part, ils ne consolident pas pendant le sommeil. Vous aviez une question? Ce point-là, les enfants narcoleptiques qui ont un niveau plus élevé, ouais. On ne sait pas réellement pourquoi, hein, mais on a des enfants narcoleptiques qui ont généralement des QI plutôt hauts, puis une proportion d'enfants narcoleptiques avec des hauts potentiels intellectuels plus importants que dans la population générale. On ne sait pas pourquoi. On sait que ces enfants font beaucoup plus de sommeil paradoxal que les autres. Est-ce que ça a une incidence là-dessus? Donc, c'est tout un travail qu'on est en train de faire avec Jean-Marc pour essayer de comprendre ça. Dernier aspect dont j'aimerais discuter avec vous, ben, c'est vous expliquer qu'en fait, le sommeil, ça s'apprend. Et donc, à Lyon, on a développé un programme d'éducation au sommeil. Donc, celui que je vous présente ici, c'est un programme d'éducation au sommeil qu'on a développé pour les enfants qu'on dit en cycle 2 et 3. Donc, c'est des enfants qui ont entre 7 et 11 ans. Ça correspond au CE1 chez nous jusqu'au CM2. Je vous explique un petit peu la logique. C'est qu'en fait, on était souvent interpellés par les écoles pour venir faire des conférences auprès des parents parce que les enseignants se rendaient compte que le matin, les enfants étaient très fatigués. Puis à Lyon, on a une équipe de foot qui est assez connue. Le lendemain de match de l'OL, ben, on a des enfants qui dorment en classe. Donc, c'était, est-ce que vous pourriez venir parler du sommeil et de l'importance du sommeil aux parents pour voir si on arrive à réguler quelque part le sommeil de ces enfants? Puis on a commencé à faire ça, donc on allait dans les écoles pour discuter avec les parents, puis très vite on s'est rendu compte que notre impact était quasi nul, puisque les parents qui venaient à ce type de conférence, c'était généralement les parents pour qui tout se passait très très bien. Et on n'arrivait pas à toucher les autres parents. En tant que neuropsychologue, vous allez faire de l'éducation à la santé certaines fois, et vous allez voir que c'est très difficile de réussir à sensibiliser correctement les personnes. Donc là, on était vraiment dans le protocole qui ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on parlait avec des gens qui étaient déjà convaincus, donc c'était très bien, mais on n'arrivait pas à parler à tout le monde. Et de fait, on s'est dit, ben, finalement, est-ce qu'on ne peut pas expliquer le sommeil directement aux enfants sans passer par les parents? Alors, sans passer par les parents, je vais voir qu'il y a une petite nuance par rapport à ce qu'on a voulu faire.
Et l'idée, c'est de se dire que comme l'instruction est obligatoire, tous les enfants sont à l'école. Donc, ça veut dire que si c'est un programme qui est mis en œuvre à l'école, tous les enfants vont l'entendre à un moment donné. Donc, on a co-créé ce programme avec des enseignants, avec des enfants, avec des spécialistes du sommeil, puis avec des dessinatrices, parce qu'on était parti sur le fait de se dire que si on réussissait à créer quelque chose qui soit à la fois visuel et avec un petit peu de lecture, on risquait peut-être un petit peu plus de marquer la mémoire de ces enfants. Donc, avec eux, on a créé un programme. Ce programme, il est fait de 8 séances pédagogiques, 8 séances qui durent 45 minutes, que l'enseignant peut mettre en place sans l'aide de personne. L'idée, ce n'était pas faire venir un spécialiste dans les écoles parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc, c'était donner le matériel aux enseignants pour pouvoir parler du sommeil de manière structurée, comme un enseignement de sciences et vie de la Terre ou peu importe quelle autre matière. Donc, on a créé cette mallette pédagogique. Dans cette mallette pédagogique, les leçons sont des bandes dessinées. Donc, il y a 8 leçons, 8 bandes dessinées qui réexplique un peu toute la physiologie du sommeil que je vous ai expliqué très rapidement dans cette conférence. Chaque séance commence par un tout petit dessin animé, très court, tout simplement pour marquer l'esprit des enfants. Puis, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'apprentissage explicite, mais ça donne en fait les objectifs de la séance pour que les enfants les retiennent un peu mieux. On a travaillé avec des enfants qui nous ont dit qu'ils voulaient un spécialiste de la mémoire et ils ont choisi parmi plusieurs mascottes cette tortue. Et cette tortue, ils l'ont appelée Mémé ton pige. Et pourquoi ils l'ont appelée Mémé ton pige? Parce que quand on a fait des focus group avec eux, ils nous ont dit que la phrase qu'ils ne supportaient plus, c'était mets ton pige et va te coucher, que leurs parents leur disaient le soir avant d'aller se coucher. Donc le mets ton pige, va te coucher, pour eux, c'était le signal qu'il ne fallait pas. Et donc, ils ont décidé de l'appeler Mémé ton pige. Donc, elle a plus de 200 ans, elle connaît absolument tout sur le sommeil. Mais je pense qu'elle développe un début de maladie d'Alzheimer, cette tortue, parce que vous verrez dans les bandes dessinées, il lui arrive des choses un petit peu particulières. Donc, ces bandes dessinées, on les a structurées avec des professionnels de l'éducation, puisque ce n'est pas notre métier. Et donc, elles sont toutes faites de la même manière. Vous avez des bandes dessinées qui reviennent sur les aspects, on va dire, un peu théoriques en lien avec le sommeil. Elles contiennent tous le sais-tu. Donc, je vous disais qu'on n'a pas parlé aux parents. Mais en fait, le sais-tu, c'est une petite anecdote que les enfants adorent et qu'ils vont aller dire à leurs parents le soir. Donc, par exemple, vous savez que le dauphin dort un hémisphère cérébral à la fois pour lui permettre de respirer et de dormir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il raconte généralement le soir. Donc, ça donne un peu de l'intérêt aux parents par rapport à ses connaissances sur le sommeil. Et on s'est inspiré des thérapies cognitives et comportementales en donnant aux enfants un conseil à mettre en œuvre le soir jusqu'à la leçon suivante. Et ce conseil à mettre en œuvre, c'est toujours un conseil qui leur permet d'apprécier ce temps de sommeil. Donc, par exemple, celui-ci, c'est ce soir, quand je vais coucher, je prends plaisir à me blottir dans ma couette, comme le fait Mémé ton pige avant d'aller se coucher. Donc, c'est vraiment des petits conseils très simples pour apprécier ce moment de sommeil. Et puis, on avait ce qu'on appelle des traces écrites. Donc, moi, j'ai découvert ça. Je ne savais pas ce que c'était qu'une trace écrite. Donc, les instituteurs aiment avoir un résumé de la séance où les enfants mettent les mots-clés. Donc, on a vraiment co-construit cela avec eux. Et on a créé aussi des devoirs sur le sommeil. C'est-à-dire que pour préparer la séance d'après, les enfants devaient, par exemple, ici, aller questionner soit un enfant plus jeune, soit un papa ou une maman, soit un papy ou une mamie sur leurs habitudes de sommeil. Puis ils revenaient en classe avec toutes ces données, puis ils analysaient ces données pour comprendre qu'en fait, à chaque âge, il y a un temps de sommeil différent, puis c'était la leçon qui allait suivre. Donc, encore une fois, on parlait un peu aux parents au travers de ce matériel-là. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si on était capable de faire changer le comportement des enfants. Donc, on a sélectionné 4 établissements, donc des établissements qui étaient dans des niveaux socio-économiques très différents. Chez nous, on appelle ça des REP+. C'est des écoles qui sont plutôt dans des milieux défavorisés. Puis, on avait des écoles qui étaient plutôt en ville, puis des écoles qui étaient plutôt à la campagne. Donc, on a 130 enfants dans cette étude. Ils ont tous 9 ans à ce moment-là. On n'a pas eu le droit de faire un essai contrôlé randomisé puisqu'il y avait une injustice sur les écoles qui allaient être sélectionnées pour faire le programme puis celles qui n'allaient pas être sélectionnées pour faire le programme. Donc, on a fait un design plutôt longitudinal où, en fait, ces enfants, on a mesuré leur sommeil par actimètre puis on leur a fait passer plein de petits tests cognitifs puis plein d'échelles de comportement à plusieurs reprises. Donc, à T1, ils ont porté la montre pendant 1 semaine. Puis après ça, il y a eu 4 semaines où ils ont parlé d'éducation à la santé, mais sans parler de sommeil, parce qu'on s'est dit que peut-être le simple fait d'avoir une montre au poignet pouvait changer
tout sur le sommeil. Et là, non, c'est pas aussi simple que ça. Puis après ça, on les a réenregistrés une nouvelle fois. Puis là, il y a eu les vacances scolaires. Vous savez, en France, on a beaucoup de vacances scolaires. Donc, quand on veut faire des études à l'école, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, il y a eu un mois avec 15 jours de vacances scolaires puis 15 jours de reprise de classe. Puis on les a réenregistrés une nouvelle fois. Puis ce qu'on a vu, c'est la stabilité des temps de sommeil. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'à 9 ans, ils sont en deçà des recommandations pédiatriques. D'accord? Donc déjà, on se retrouve avec des populations d'enfants qui dorment moins que ce que la littérature scientifique nous donne comme étant le volume de sommeil nécessaire pour ces enfants. Puis après ça, ces 4 écoles, on leur a donné la mallette pédagogique. Donc, les enseignants n'étaient pas formés sur le sommeil. Ils ont eu tout le matériel, puis ils ont dû le mettre en œuvre. 2 séances par semaine de 45 minutes pendant 4 semaines. Donc, ils ont fait la totalité du programme en l'espace d'un mois, puis on les a réenregistrés à ce moment-là. Et vous voyez qu'on augmente significativement leur temps de sommeil, puis on atteint cette fois-ci les recommandations pédiatriques. Puis on les a revus 1 an après. Donc logiquement, 1 an après, on perd une vingtaine de minutes de sommeil. Entre 9 et 10 ans, le sommeil commence déjà un peu à se réduire, la prépuberté arrive. Puis chez nous, cette baisse de sommeil, elle n'est pas significative. Pour les écoles pour lesquelles ça baisse, c'est environ 10 minutes. Donc on est en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Donc on a un peu l'impression que ce programme dure quelque part un peu dans le temps. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, on a montré que c'était les enfants qui dormaient le moins avant le programme qui bénéficiaient le plus de sommeil. C'est-à-dire que les enfants qui dormaient déjà 9 heures, comme les préconisations pédiatriques, ils n'ont pas augmenté leur temps de sommeil puisqu'ils dormaient déjà suffisamment. Alors qu'on avait des enfants qui dormaient moins de 8 heures, qui sont ceux qui ont le plus augmenté leur temps de sommeil, avec parfois jusqu'à 1h30 d'augmentation du temps de sommeil. Et cette augmentation du temps de sommeil, elle était associée à une augmentation des performances cognitives pour les tests d'attention et pour les tests des fonctions exécutives. Pas pour la mémoire, on avait un effet plafond qui a fait qu'on avait eu des effets de sommeil, mais pour l'attention et pour les fonctions exécutives. Donc, c'est bien ce qu'on a vu jusqu'à présent par rapport au sommeil. Donc, tout le travail qu'on met en œuvre à l'heure actuelle en France, c'est d'essayer de voir comment, en tant que chercheurs spécialistes en neuropsychologie du sommeil, on réussit quelque part à transmettre ces informations auprès des professionnels et notamment auprès de l'éducation nationale pour voir comment est-ce que l'école peut se saisir de cette problématique et quelque part sensibiliser toute une population puisque l'instruction est obligatoire pour tous. Donc, dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille sur cette thématique-là. Et donc, on travaille avec les politiques de l'éducation nationale. On a formé tous les enseignants au sommeil, notamment les inspecteurs, qui sont ceux qui, quelque part, mettent en œuvre les programmes dans les écoles pour essayer de leur montrer comment le sommeil était important, à la fois en maternelle pour respecter ses besoins de sommeil physiologiques et pour essayer de mettre en place dans les programmes des cours sur le sommeil chez les enfants, mais aussi chez les ados. Donc, avec un peu moins de succès, comme le disait Nadia, c'est plus compliqué de s'adresser à des adolescents. Et surtout, on met en œuvre ce qu'on appelle des synthèses de la recherche, puis des recommandations qu'on distribue à toutes les écoles pour justement appuyer un petit peu ce que les enseignants voient et nous disent déjà. Ils sont tous conscients qu'il faut parler du sommeil parce qu'ils voient justement le manque de sommeil de ces enfants. Donc ça, pareil, c'est disponible et gratuitement disponible, donc vous pouvez vous en servir. Et notre Méméton Pige, elle est gratuite aussi sur le site mémétonpige.fr. Donc c'est tout téléchargeable. On vous demande juste votre adresse parce qu'on a refait une nouvelle leçon sur les écrans puisque les enseignants nous demandaient d'avoir une leçon spécifique sur les écrans. Donc comme ça, on envoie au mailing de tout le monde en disant qu'on a une nouvelle leçon à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Stéphanie, pour cette présentation. Puis, quand on s'était parlé, j'avais dit à Stéphanie, c'est vrai que ces conférences-là du vendredi, des conférences très, très recherche. Mais je me disais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par la clinique. Puis, je vais dire que c'est possible de faire une conférence qui va aussi avoir des impacts cliniques. Puis, je pense que c'est vraiment réussi. Là. Alors, merci beaucoup. Avec plaisir. On a du temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, ça va vraiment me faire plaisir. Est-ce que vous pourriez réfléchir à l'attente que vous avez imaginée en début de conférence? Est-ce que quelque part, on a répondu à cela ou est-ce qu'il reste encore des choses à éclaircir? Puis, je le ferai avec plaisir. On a du temps.
Je lisais le titre d'une de vos diapos qui était Dormir pour apprendre. Oui. Je me demandais ce que vous pensiez de l'hypothèse dormir pour oublier à mon âge. Alors, en fait, l'équipe dans laquelle je travaille s'appelle Forgetting. Et en fait, on a juste des hypothèses qui ne sont pas formulées de la même manière, mais avec exactement la même idée. C'est-à-dire que cette première hypothèse que je vous ai montrée, là, de downscaling, de tononie, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que selon eux, ce nettoyage, quelque part, synaptique, va renforcer les synapses qui, elles, ont été vraiment potentialisées, puis quelque part, va émerger les informations essentielles. Donc, il y a de l'oubli pour faire ressortir ce qu'il faut maîtriser. C'est exactement ça. Ça va exactement dans ce sens-là. Et quelque part, vous avez vu, les enfants, là, quand on leur fait le test de consolidation, les contrôles, ils n'augmentent pas leur performance pendant la nuit, ils la maintiennent. Alors que les autres oublient de façon, on va dire, un peu plus anormale. Oui. Merci pour votre conférence. C'est super intéressant. Justement, l'aspect de une question par rapport à la phase d'apprendre le soir, dormir et apprendre le matin. Est-ce qu'il y a une fenêtre dans laquelle ça ne marche pas? Disons, moi, je suis enseignant de piano, des fois, je fais des élèves, je fais une pause à la table. Ils apprennent, ils dorment, puis après ça, peut-être pratiquer la veille du cours, évidemment, ils ont tout oublié, je dois faire le même travail. Donc, disons, c'est quoi la fenêtre dans laquelle ça marche? Ça? Alors, je n'ai pas de fenêtre à vous donner, ça va de soi, ce serait trop simple comme ça, mais vous connaissez les théories de l'apprentissage espacé. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, 2 heures de pratique à faire, ces 2 heures de pratique, il vaut mieux les espacer dans le temps plutôt que de les masser juste avant votre examen, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont répétées en psychologie cognitive. En fait, le fait de bachoter, là, tout faire au dernier moment, ça marche si vous voulez réussir un partiel qui n'a aucun intérêt pour vous dans le futur. C'est-à-dire que vous allez réussir, mais vous allez oublier immédiatement. La meilleure solution, si vous voulez garder l'information, c'est justement de faire des petits tas d'apprentissage et qu'à chaque apprentissage, il y ait eu du sommeil entre quelque part pour que cet oubli ait lieu, puis cette consolidation nocturne. Donc, le meilleur moment, c'est bien ça, c'est d'espacer ton apprentissage et de profiter de temps de sommeil entre chacun des apprentissages. Il y a des études qui ont montré que plus le sommeil arrive vite après la session d'apprentissage, meilleur c'est. Donc, c'est-à-dire que si vous apprenez le matin, puis que vous avez toute la journée, puis que vous dormez le soir, c'est moins efficace que si vous apprenez, puis que vous dormez rapidement après. Alors, bien entendu, on ne peut pas dormir après chaque apprentissage. Ce sera un petit peu compliqué en étant universitaire, mais l'idée, c'est de jouer de ça, c'est-à-dire de morceler son apprentissage, puis de potentialiser les fenêtres de sommeil entre chacun de ces apprentissages pour gagner en économie et gagner sur le long terme. Il n'y a pas de fenêtre. Ce serait trop facile d'avoir cette information-là. Une autre question? Justement, il y a des personnes qui font une gestion de la stress par est-ce que c'est associé dans par local et il y a des idées de faire des études longitudinales pour voir si ça peut réversir? Alors, moi, quand j'ai vu cette publication, c'est ce que j'attendais. Et il n'y a pas eu de suite, en fait, par rapport à ça. Donc, quand on suit des adultes apnéiques, on sait que même après la mise en place du traitement par pression positive continue, il reste des séquelles cognitives. Donc, il y en a certaines qui vont être résorbées, puis il y en a d'autres qui vont rester. Par exemple, après la mise en place d'une pression positive continue, généralement, l'attention s'améliore. Par contre, les fonctions exécutives peuvent rester endommagées. Donc, l'idée, c'est qu'il y a possiblement certaines choses qui s'améliorent, qui se récupèrent, puis d'autres non. Là, moi, ce qui m'intéresse chez l'enfant, c'est que ça se passe pendant une période de maturation cérébrale. Donc, je me demande si ce serait la même chose que chez l'adulte qui est déjà construit ou pas. Et je n'ai pas la réponse à cette question. Autre question? Oui, Claude. C'est une question assez concrète. Merci vraiment pour la conférence. Ça, c'était fascinant. Je vois, avec vos collaborations avec Montréal, est-ce que votre outil d'intervention est utilisé pas mal au Québec ou est-ce que vous savez un peu les chiffres? Est-ce que ça... J'ai pas d'informations par rapport à ça. Il est très utilisé en France. Moi, je rêverais qu'il soit utilisé au Québec. Je pense qu'il faudrait peut-être changer 2-3 expressions à l'intérieur, mais ça devrait se faire.
En tout cas, on l'a traduit en anglais, puis on l'a traduit en portugais parce qu'on a des équipes au Brésil qui nous ont demandé à le mettre en place. Donc, on sait qu'il est mis en place dans certaines écoles au Brésil. Donc, maintenant, il est libre de droit pour tout le monde. C'est vraiment beau. Il a vu vous allez. Oui. C'est intéressant de pouvoir en bénéficier aussi. Il est à la disposition de tous. C'est du beau matériel aussi. Oui. C'est rare que comme chercheurs, on réussit à faire du matériel éducatif puis d'intervention aussi beau. Habituellement, c'est comme pas super. Là, on a eu de la chance parce qu'il a été pédagogique sur tous ces aspects, ce projet, parce qu'en fait, les dessinatrices étaient dans une très bonne école de dessin qu'on a à Lyon, puis elles étaient en master. Et ça a été leur projet pour valider leur master. Donc, elles ont travaillé sur ce projet d'éducation pour valider leur master. Donc, ça a bénéficié vraiment à tout le monde de mettre en œuvre ça. Mais on a vraiment eu besoin des enseignants parce que si vous voulez qu'un programme fonctionne, il faut qu'il soit vraiment clé en main et adapté à la population. Puis si vous le faites sans mettre avec vous les enseignants ou sans mettre avec vous les enfants, vous tombez à côté. Et je pense que s'il a marché de cette manière-là, c'est qu'en fait, tout le monde a co-construit ce programme au fur et à mesure. Puis là, on est en train de co-construire la même chose pour l'école maternelle. Et c'est encore différent parce qu'on ne peut pas du tout avoir le même type de programme, le même type d'activité. Donc, on repart à zéro pour reconstruire quelque chose pour la maternelle. C'est vraiment intéressant. Je vous une question justement sur ce matériel. Ça a montré qu'il y avait une efficacité. Ils ont gagné en temps de sommeil. Ce n'est pas forcément sur l'heure de réveil que ça a joué parce qu'il y a l'école. Qu'est-ce qui a été déterminant? Parce qu'il y a l'exposition à la lumière, il y a plein de facteurs. Est-ce que vous savez déjà qu'est-ce qui a été déterminant? Alors, on n'a pas tout enregistré parce que nos montres, en fait, elles ont un capteur de lumière, mais comme elles sont cachées sous le pyjama, on n'a pas pu analyser les données. Mais ce qui joue, en fait, c'est à la fois l'heure de coucher, mais surtout la latence d'endormissement et le temps de réveil nocturne. C'est-à-dire qu'en fait, l'interprétation qu'on a de ces données actimétriques, c'est que les enfants, en maîtrisant un petit peu mieux leur sommeil, avaient moins de résistance au coucher, réussissaient à s'endormir plus vite et à mieux gérer leur réveil nocturne. Sur l'heure du lever, tu as raison, rien n'a changé, ni la semaine ni le week-end en fait. Parce que la semaine, c'est régulé par les horaires d'école et qu'à cet âge-là, ils peuvent se coucher plus tard et se lever quand même à la même heure. C'est ce qui nous désole tous quand on a des enfants de cet âge-là. Mais en fait, ils se sont régulés plus sur la rapidité avec laquelle ils arrivent à trouver le sommeil. Après, est-ce qu'il y a eu un impact sur l'usage des écrans? Ça, on n'a pas du tout mesuré. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a fait passer des quiz aux parents avant la mise en place du programme et après la mise en place du programme. On leur a posé des questions sur le sommeil des enfants, puis on leur a posé des questions pour lesquelles les réponses étaient dans mes métons-fiches, des questions pour lesquelles les réponses n'étaient pas dans mes métons-fiches. En fait, ils ont tous amélioré leurs connaissances sur les items qui étaient présents dans mes métons-fiches et pas ailleurs. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas allés chercher des informations ailleurs, mais ils ont appris de par les connaissances de leurs enfants. Il y a une question sur Zoom de Maria. Est-ce que les habitudes de sommeil de la mère lors de leur grossesse ont un impact sur le développement cérébral du bébé? Alors, je ne saurais pas dire sur le développement cérébral, je ne sais pas si Nadia a des connaissances là-dessus, mais par contre, il y a un lien sur les habitudes du sommeil de la maman et les habitudes du nourrisson par la suite, ça oui. Mais sur le développement cérébral, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des études qui aient été faites dans ce sens-là. Annie, je te regarde aussi, c'est super pertinent comme question, mais oui, je sais pas non plus. Mais la privation de sommeil, elle a des impacts sur tout, là, même sur le niveau de cortisol, de stress, sur le niveau d'anxiété. Donc, d'avoir un mauvais sommeil, ça a des impacts sur tout le corps. On pourrait s'imaginer que d'avoir un mauvais sommeil pendant la grossesse va peut-être avoir un impact sur le développement du bébé. Puis on sait que le fait d'avoir de l'apnée obstructive du sommeil chez la maman rend plus à risque la mère d'avoir une préclampsie, donc un problème quand même assez sérieux. Là. Ça peut avoir des impacts sur le développement du cerveau du bébé, là, mais juste ça que je sais, c'est tellement pas mon domaine que... Je n'ai pas connaissance de ça. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de données, mais en tout cas, je n'ai pas en tête cette donnée-là. Peut-être qu'il y a des collègues qui en ligne l'ont en connaissance de ce type de publication-là. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce n'est pas uniquement le sommeil pendant la grossesse, parce qu'on sait que le sommeil des parents, puis notamment de la maman, il va changer bien plus longtemps après la naissance de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle va réguler son sommeil plusieurs années après la naissance. Donc, ce n'est pas juste pendant la phase de grossesse qui risque d'y avoir un impact aussi. Oui.
Oui, donc, si je ne me trompe pas, dans le fond, les effets, ça a surtout été mesuré avec les fonctions exécutives, mémoire. J'imagine beaucoup, c'est la mémoire comme déclarative, mais est-ce qu'on pourrait s'attendre à la même chose avec la mémoire procédurale comme c'est un instrument et tout? Est-ce que ce serait principalement les mêmes effets qu'on trouverait? Oui, alors dans l'étude sur les enfants qui ont des troubles du sommeil, avec Jean-Marc, on regarde aussi ça, c'est qu'on leur a fait faire un test de dessin en miroir, donc de mémoire procédurale. Et pareil, la consolidation nocturne, elle agit aussi sur ce type de mémoire-là. Et nos enfants avec des troubles du sommeil ont aussi une moindre consolidation nocturne pour ce type de mémoire. Donc, ce n'est pas uniquement la mémoire déclarative. En lien avec le piano, c'est l'étude de Walker 2000 dans Neurons qui faisait une séquence de doigts et qui avait fait le protocole comme tu as fait avec la mémoire, mémoriser les mots en swahili. Mais lui, c'était une tâche de piano, de séquence de doigts. Donc ça c'est vraiment très, très en lien avec le piano. Et il a montré qu'en fait, la consolidation nocturne des enfants était encore plus importante que la consolidation nocturne des adultes pour ce même type de tâches. Alors, il y avait des hypothèses qui aujourd'hui sont un peu plus abandonnées, qui disaient que le sommeil à ondes lentes était plus spécifique à la consolidation des apprentissages dépendants de l'hippocampe, donc plutôt déclaratif, et que le sommeil paradoxal était plutôt en lien avec les apprentissages procéduraux, donc du striatum. À l'heure actuelle, on n'est plus tout à fait d'accord avec ce type d'hypothèse, puis on voit que c'est vraiment la succession des deux stades de sommeil qui ont de l'importance à la fois pour le déclaratif et le procédural. Est-ce qu'en tant que clinicien, vous connaissez des échelles qui vous permettent de savoir si les enfants présentent des troubles du sommeil? Moi, vraiment, je vous incite à ça, c'est-à-dire qu'en étant neuropsychologue, il faut que vous ayez dans la gamme de vos tests utilisés des échelles assez simples à faire passer pour mesurer justement la qualité du sommeil des enfants. Alors, à la fois en mesurant les répercussions diurnes avec des échelles de type l'échelle d'Epworth, ce qui permet de voir quel est le niveau d'éveil de l'enfant dans différentes situations de la vie quotidienne. Il y a des échelles qui sont très simples pour diagnostiquer certaines pathologies du sommeil, comme par exemple l'échelle de Bruni. Donc, ça, c'est vraiment des choses que vous devez avoir dans vos catalogues de tests à faire passer et dans vos entretiens avec la famille, puis avec les enfants, puis même si vous êtes avec des adultes. Là, je parle que des enfants, mais les imaginez, c'est pareil chez l'adulte. Rajouter des questions sur la qualité du sommeil dans vos entretiens, c'est vraiment très important. Comme je vous l'ai dit, ça peut majorer certains troubles cognitifs qui ont d'autres origines, mais justement, cette prise en charge du sommeil va permettre de lever certains trucs pour, par exemple, mettre en place des prises en charge de façon plus simple. On est avec ça dans le cours trouble du sommeil, dépistage, intervention, qui est un cours optionnel que vous pourrez prendre plus tard. On a toute une boîte à outils de tous les outils validés pour mesurer les troubles, dépister les troubles du sommeil, mesurer la qualité de sommeil chez les enfants, chez les adultes. Puis s'il y en a qui sont vraiment intéressés à voir cette boîte à outils-là avant même de faire le cours, là, vous pouvez m'écrire, puis je vais vous transmettre la quantité de questionnaires qu'on a. De la même manière, les petites montres, là, les actimétries dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui est assez simple d'utilisation. Donc, vous avez des spécialistes pas loin de chez vous là, qui pourraient vous expliquer comment on se sert de ce type de montre, mais c'est vraiment un outil qui est très, très précieux. Et on peut s'en servir en clinique aussi. Oui. C'est validé pour la clinique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Pas sur Zoom, dans la salle. C'est bon. Mais je vous invite quand même à venir revoir Stéphanie si vous avez des questions, commentaires ou autres que vous voulez discuter avec elle plus individuellement. Et sinon, je te remercie pour cette conférence-là. C'était vraiment super d'entendre parler du sommeil comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.